Bonjour à tous, je suis Alexandre Kuzmanovic, directeur chez Deloitte. Aujourd'hui, face à l'urgence climatique, la transition énergétique s'impose et devra être au service de la mobilité de demain. L'hydrogène vert semble prendre, dans le cadre d'une telle transition, une place significative. Dès lors, des questions importantes nécessitent d'être résolues. L'hydrogène vert est-il réellement une filière d'avenir pour la mobilité? Représente-t-il une alternative sérieuse aux carburants existants? Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre pour quelles applications de mobilité à l'hydrogène apparaît réellement comme une filière d'avenir et apporter aussi des précisions sur les initiatives concrètes mises en œuvre pour déployer ces solutions de mobilité à l'échelle des territoires. Nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenants provenant d'horizons différents. Caroline D'auteuil de Engie Solutions, Caroline Mazzoleni de Bouygues Énergie et Services et Christophe Turpin du laboratoire La Place à Toulouse. Je vais laisser nos intervenants se présenter rapidement. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Caroline D'auteuil, je suis responsable des opérations hydrogène chez Engie Solutions. Je participe au développement de la filière hydrogène renouvelable en France pour les industries, pour les territoires et pour la mobilité décarbonée. Et je suis notamment en charge de la mise en œuvre opérationnelle de plusieurs projets d'écosystèmes territoriaux en collaboration étroite avec des acteurs publics et privés, la structuration du portage de ces différentes opérations et la mise en œuvre de l'organisation aux phases de conception, réalisation et d'exploitation maintenance de ces projets. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité à participer à ces échanges. Je suis ravie d'intervenir dans le cadre de cette conférence du Mobility Solution Show. Je suis Caroline Mazzoleni, j'anime le pôle Smart Energy de Bouygues Énergie et Services et je suis responsable des offres hydrogène pour le groupe Bouygues. Bouygues Énergie et Services est un acteur engagé dans le domaine des énergies renouvelables, notamment à travers son expertise de plus de 10 ans dans la construction d'1 gigawatt-crête de production photovoltaïque. Et dans cette continuité, Bouygues Énergie et Services se positionne sur le marché de l'hydrogène comme un intégrateur de solutions pour offrir à ses clients des offres clés en main pour la production et la distribution d'hydrogène renouvelable pour la mobilité, mais également pour l'industrie et d'autres usages stationnaires. Donc, je suis Christophe Turpin, je suis chercheur au CNRS au laboratoire Laplace localisé à Toulouse. Donc, je suis spécialiste des piles à combustible et des électrolyseurs. Donc, je travaille dans l'hydrogène depuis maintenant plus de 20 ans. Je vous propose de partager aujourd'hui ma vision sur les systèmes hydrogènes. Pour commencer, une première question. Aujourd'hui, quelles sont les principales applications de l'hydrogène vert dans la mobilité et les atouts économiques et environnementaux de ce carburant? Caroline D'auteuil, souhaiteriez-vous débuter sur ce point? Oui, avec plaisir. Chez Engie Solutions, on accompagne les territoires, les collectivités, les industries vers une transition zéro carbone. Et nous croyons beaucoup à la mobilité durable comme un levier majeur de la transition énergétique. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, le transport, c'est 30% d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un marché de 40 millions de véhicules roulant en France qui représente près de 500 TWh d'énergie consommée. On voit rapidement que si une partie de ces véhicules était alimentés par des carburants alternatifs tels que l'hydrogène, ça contribuerait fortement à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est d'ailleurs une ambition qui est partagée aujourd'hui par les pouvoirs publics, parce qu'on voit qu'il y a une incitation très forte, que ce soit via des mécanismes de soutien, via la place de choix qu'occupe aujourd'hui l'hydrogène dans le plan de relance, et via également des réglementations qui évoluent. Je pense à la loi d'orientation des mobilités qui prévoit des mesures telles que une part minimale obligatoire de véhicules à faible émission dans le renouvellement des flottes publiques, ou bien une interdiction progressive de commercialisation des véhicules thermiques avec une échéance à horizon 2040. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, les applications finalement en hydrogène sont illimitées. On a de la mobilité légère, donc qui va du vélo à la berline. On a de la mobilité lourde avec des bus, bennes à ordures ménagères, des applications logistiques, des poids lourds qui arrivent également en France. Et toutes ces solutions, en fait, ont pour point commun de ne pas être émettrices de CO2 et de particules fines. L'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est assez confidentiel. On estime qu'il y a environ 600 véhicules hydrogène en France. C'est principalement des flottes captives. Et l'ambition d'Engie Solutions, c'est vraiment d'accompagner nos clients pour donner accès finalement à ces solutions hydrogène de manière vraiment plus massive et de faire qu'à terme, l'hydrogène représente 1% de la part du marché français d'ici à 2030. Merci beaucoup. Caroline Mazzoleni, quel est votre point de vue sur ce sujet?
Alors, j'abonde dans le sens de tout ce qui a été dit. D'abord, sur l'atout environnemental, c'est un point très, très important. Il faut savoir que les véhicules fonctionnant à l'hydrogène n'émettent que de la vapeur d'eau en roulant, ce qui est un avantage considérable par rapport à l'enjeu climatique. Et sur l'ensemble du cycle de vie, si on considère l'ensemble du cycle de vie, l'hydrogène permet une réduction de presque 90% du bilan CO2 par rapport au diesel. Et c'est donc vraiment un carburant qui présente un atout indéniable sur le plan environnemental. Ensuite, il y a souvent un comparatif, puisque la mobilité hydrogène, il ne faut pas oublier que c'est vraiment la mobilité électrique, et c'est simplement le mode d'alimentation du moteur électrique qui est différent. Et l'hydrogène offre une autonomie qui est doublée par rapport aux batteries, avec un temps de charge de quelques minutes, permettant ainsi une disponibilité maximale des flottes de véhicules. Et c'est ça le vrai atout fonctionnel de la mobilité hydrogène. Si on parle maintenant des principales applications, aujourd'hui on voit que l'électricité est une solution qui se développe assez largement, qui est mature pour les véhicules légers, notamment aux zones urbaines. Mais l'hydrogène est une alternative particulièrement adaptée à la mobilité lourde et aux applications spécifiques. En effet, on a aujourd'hui un maillage, une infrastructure de recharge qui est assez limitée sur la partie hydrogène. Et c'est pour cette raison qu'on cherche à développer d'abord cette mobilité à travers des flottes captives qui viennent se ravitailler sur des infrastructures qui sont dédiées. Et ce qui est particulièrement adapté sur les flottes captives de véhicules lourds. Pourquoi également les véhicules à mobilité lourde? C'est notamment l'encombrement et le poids des batteries, qui est un facteur limitant pour la mobilité électrique et qui fait que l'hydrogène se développera et que ce sera un vecteur important de la mobilité lourde dans le futur, notamment pour le transport de personnes, pour les bus, les autocars, la collecte de déchets également sur des bennes à ordures, donc des usages plus spécifiques, et le transport par poids lourd, par le fret notamment, et des filières un peu plus particulières comme le TP, la construction. Et là, on peut y associer aussi les gros véhicules utilitaires qui aujourd'hui sont assez adaptés sur ce type de technologie. Merci. Christophe Turpin, quant à vous, vous travaillez sur des applications en avance de phase telles que les avions à hydrogène? Alors tout à fait, l'aéronautique est sans doute une application long terme de l'hydrogène, mais malgré tout, il faut avoir conscience que l'aéronautique est responsable actuellement de 2% des émissions de CO2 à travers le monde, et que si l'aéronautique, et c'est ce qu'on lui souhaite, reprend sa marge de développement, comme en 2050, ce sera 20% des émissions de gaz à effet de serre si la technologie n'est pas changée. Donc forcément, l'hydrogène s'impose aussi pour tout ce qui a été dit par rapport à la mobilité lourde de deux façons. Donc on peut imaginer, on va dire, ce sont les réflexions actuelles, que pour les avions de petite taille et jusqu'à quelques dizaines de personnes, pour les régionaux, donc ce soit un avion tout électrique propulsé par des piles à combustible et de l'hydrogène dans différents réservoirs. Pour les avions de plus longue distance, donc les gros avions commerciaux, donc là on imagine une révolution assez radicale où la propulsion principale serait toujours avec de l'hydrogène, mais cette fois-ci en le brûlant dans un moteur à hydrogène, donc un moteur à combustion à hydrogène, et où toutes les actions non propulsives dans l'avion seraient réalisées donc, via des piles à combustible. Alors, ce qui est important et ce qui est un petit peu en rupture en fait, avec les autres applications terrestres, c'est que toutes les études actuelles montrent que pour rendre viable ce type d'application dans l'aéronautique, il faudra sans doute basculer sur du stockage cryogénique. Alors que dans l'automobile, on est plutôt sur du stockage haute pression. Donc ça, c'est quelque chose, un défi technologique que doit relever aussi l'aéronautique, entre autres, parce qu'effectivement, il faudra aussi garantir que les piles à combustible puissent fonctionner à toutes les altitudes, dans toutes les conditions opératoires, et c'est un beau défi qui est présenté à l'avion même. Merci beaucoup.
Ma prochaine question s'adresse particulièrement à vous, Christophe Turpin. Vous avez évoqué à l'instant les défis technologiques liés au transport de l'hydrogène. Selon vous, quels sont de manière plus générale les enjeux technologiques majeurs pour le déploiement à grande échelle d'une filière de mobilité à l'hydrogène? Alors, tout l'enjeu, pour que ça fasse sens, cet hydrogène et cette mobilité à hydrogène, il faut bien sûr que l'hydrogène soit produit de manière verte. Donc, il y a beaucoup de voies. La voie la plus prometteuse est sans doute donc, le couplage de l'électrolyse de l'eau, donc, qui consiste à décomposer l'eau pour donner de l'hydrogène et de l'oxygène. On va parler de la valorisation de l'hydrogène. Et cet électrolyseur couplé donc, aux énergies renouvelables. Donc, nous pensons beaucoup donc, à l'éolien, au photovoltaïque, mais aussi on peut penser aussi à l'hydraulique, aux forces marémotrices, etc. Donc, si on regarde la maturité technologique, l'électrolyseur le plus mature est incontestablement l'électrolyseur alcalin, qui est exploité depuis le début du XXe siècle, et on a déjà réalisé des très grandes exploitations d'électrolyseurs alcalins. Actuellement émerge depuis une bonne dizaine, vingtaine d'années, l'électrolyse PEM, qui est donc le pendant de la pile à combustible PEM, et qui aussi offre des alternatives intéressantes à l'électrolyse alcalin, notamment par rapport au suivi de l'intermittence des énergies renouvelables. Et enfin, la troisième technologie qui est en train d'émerger au niveau des électrolyseurs, ce sont les électrolyseurs SO, donc à oxyde solide, fonctionnant à haute température, qui ont le mérite de pouvoir être alimentés non pas simplement par de l'électricité, mais aussi par de la chaleur, ce qui permettrait de faire baisser donc, le coût de l'hydrogène. Donc une vraie maturité, je dirais quand même, avérée de la technologie électrolyseur. Maintenant, l'enjeu, c'est de savoir faire des fermes d'électrolyseurs. Alors, on pense pour le court terme à l'alcalin et au PEM, avec des coûts maîtrisés. Si maintenant on réfléchit au niveau distribution, qui est donc maintenant on a fabriqué l'hydrogène, que se passe-t-il? Donc on voit sur un horizon de temps court, sans doute du transport dans des réservoirs haute pression via des camions. Hein. Et puis pour le transport futur, donc là on est vraiment dans une autre ère, peut-être dans 40, 50 ans, 60 ans, où on imagine tout un tas de pipelines à hydrogène dédiés. Ce sera peut-être d'ailleurs les pipelines du CH4, s'il est abandonné à certains endroits, qui seront convertis. Pour les transports donc, de plus grande amplitude, notamment le transport maritime, donc là, ce qui est mis en avant, c'est essentiellement le transport sous forme liquéfiée. Donc l'hydrogène, effectivement, peut est sous sa forme classique, gazeuse. On peut le liquéfier, le rendre liquide, et à ce moment-là, son volume est beaucoup plus restreint. Et la notion d'hydrogénier, qui permettrait donc de relier différents lieux de production et de consommation, est vraiment poussée notamment par l'Asie. Enfin, donc, au niveau du transport aussi, on peut imaginer, on entend de plus en plus parler, donc, de transformer l'hydrogène en des molécules intermédiaires type liquide ionique, qui serait aussi intéressant. Je terminerai donc par le bout de la chaîne, donc la pile à combustible. Donc, la pile à combustible, la technologie incontestablement la plus mûre, c'est la technologie de type PEM, à membrane échangeuse de protons, le pendant de l'électrolyseur PEM. Donc, il est incontestable qu'elle a atteint une certaine maturité, avec une durée de vie suffisante pour de nombreuses applications, notamment les applications automobiles et certaines terrestres aussi. Et maintenant, on est dans la recherche du meilleur compromis, coût, performance, durée de vie. Et donc, tous les travaux actuels sont à faire baisser les coûts sans perdre de la durée de vie. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, nous aurions souhaité mieux comprendre la manière dont vous participiez au déploiement d'une mobilité hydrogène dans les territoires. Quelles sont vos approches préférentielles et quels sont les défis que vous anticipez, notamment pour mobiliser des écosystèmes entre le public et le privé? Caroline Dauteuil, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'on l'a vu, dans l'intervention précédente. L'hydrogène vert doit clairement faire face à de nombreux défis technologiques et économiques. Mais je pense qu'avant tout, le développement de la filière repose sur deux paramètres clés, que sont l'essor des usages d'un côté et le déploiement des infrastructures de production et de distribution d'hydrogène. Et il faut voir que ces deux paramètres sont vraiment interdépendants et doivent être gérés de manière concomitante pour surmonter le fameux problème de l'œuf et de la poule.
Et donc, on pense qu'une solution pour relever finalement les enjeux de la filière, c'est de développer des écosystèmes hydrogènes dont l'ambition est finalement de fédérer à l'échelle d'un territoire les consommateurs d'hydrogène et de déployer des infrastructures de production et de distribution adaptées à ces besoins. Donc aujourd'hui, chez Engie, on accompagne les acteurs locaux dans la création de ces écosystèmes avec l'ensemble des parties prenantes pour concevoir des projets qui vont sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc de la production de l'énergie verte jusqu'à la distribution d'hydrogène pour l'ensemble des usages adressés. Donc aujourd'hui, on est vraiment un acteur dans le développement de ces projets territoriaux parce qu'on fédère les acteurs donc, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On investit auprès des différents acteurs dans la création de sociétés de projets qui portent les écosystèmes. On apporte aussi notre savoir-faire industriel pour la conception, construction et exploitation maintenance des infrastructures. On sait également faire de l'ingénierie de subvention sur l'ensemble de la chaîne, que ce soit la production, distribution ou les usages de l'hydrogène. Et on propose également une offre globale de verdissement de flotte. Et je pense que le meilleur exemple, c'est un exemple occitan, donc c'est le projet HyPort, qui repose sur une société que nous avons créée il y a déjà plus de 2 ans avec l'Agence régionale énergie-climat Occitanie. Donc c'est un acteur territorial qui est chargé finalement de déployer la politique environnementale ambitieuse de la région Occitanie. Et l'objectif d'HyPort, c'est de créer un écosystème territorial de l'hydrogène vert, avec comme objectif de massifier finalement la mobilité hydrogène, de créer un véritable maillage et des solutions réplicables et économiquement viables. Donc aujourd'hui, HyPort, qu'est-ce que c'est? C'est un projet d'une infrastructure de 400 kJ en construction sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui permettra d'éviter plus de 1000 tonnes de CO2 par an et de déployer 250 véhicules. Ces 2 autres projets qui sont en cours de développement, donc avec la métropole de Toulouse et à Tarbes, et une feuille de route très riche sur les prochaines années à venir. Donc un partenariat finalement réussi à l'échelle du territoire. Merci beaucoup, c'est vraiment des projets très impressionnants. Et Caroline Mazzolini, quant à vous, chez Bouygues Énergie et Services, vous avez développé des applications liées aux engins de chantier de Bouygues Construction. Oui, tout à fait. Donc, on a essayé de se positionner comme précurseur sur cette mobilité hydrogène et notamment de l'appliquer en effet à notre activité dans le groupe Bouygues, donc les activités de construction. L'objectif, c'était quoi? C'était d'initier une démarche sur de la mobilité lourde. Donc là, on est sur des poids lourds et sur des véhicules utilitaires qui assurent finalement la logistique autour des chantiers. Il y a aussi la partie groupe électrogène pour limiter l'empreinte carbone de nos chantiers, mais on sort un petit peu du contexte mobilité. Donc, pour nous, l'enjeu sur ce projet qui se situe en région parisienne, c'est vraiment de montrer la faisabilité de l'alternative hydrogène renouvelable en exploitation sur le terrain pour pouvoir finalement mieux accompagner nos clients. Alors, pour revenir sur la question initiale et finalement les grands défis qui sont à relever pour l'essor de cette mobilité hydrogène, pour moi, il y en a 3. D'abord, on se heurte aujourd'hui à une problématique qui est la gamme de véhicules hydrogène disponibles sur le catalogue. Cette gamme, elle est encore très limitée et ça peut être un frein pour les acteurs locaux qui souhaitent finalement décarboner leur mobilité, qui ont entendu parler ou qui souhaitent s'orienter vers l'hydrogène, qui ne savent pas vraiment comment prendre le problème. Donc, on a cette capacité, je pense que c'est nécessaire d'accompagner nos clients pour identifier les types de véhicules disponibles sur le marché et finalement les orienter par rapport à leurs besoins. Mais très souvent, on a besoin d'accompagner nos clients dans une démarche de développement de prototypes, donc des véhicules en phase de pré-industrialisation, en utilisant également les dispositifs de subvention qui sont disponibles, puisque, comme le disait Mme Auteuil, il y a un plan de relance qui intègre l'hydrogène et qui permet de développer ces nouvelles mobilités et de nouveaux véhicules. Donc, on utilise énormément ces dispositifs et c'est très important. C'est la base pour pouvoir construire un projet. Le deuxième défi, il a été évoqué précédemment, c'est celui de construire un écosystème global. On a une problématique qui est de pouvoir avoir des stations qui soient utilisées et pas sous-utilisées, je dirais. Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est qu'on cherche finalement à rassembler, à fédérer les usages de différents utilisateurs, donc d'horizons différents dans un écosystème sur un territoire donné. Pourquoi? D'une part, c'est pour massifier le besoin en hydrogène. Ça nous permet d'avoir une meilleure compétitivité du
prix de production de l'hydrogène carburant. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important dans la construction des projets et qui est très directement regardé par tous les dispositifs de subvention, puisqu'aujourd'hui, on parle d'une taille critique qui dépasse 1 mégawatt. Donc, on est supérieur à 500 kg d'hydrogène jour. C'est des quantités qui sont passées à une autre échelle. On n'est plus sur des démonstrateurs. Donc, c'est le premier point. Le deuxième, pourquoi mutualiser ces usages, c'est pour avoir des stations qui sont utilisées et donc qui sont en opération permanente, pour avoir une garantie de la performance, de la disponibilité de la station et quelque part avoir des références qui soient fiables pour des clients qui utilisent une mobilité dans leur process quotidien. Et puis le dernier point, il a également été évoqué dans la question précédente, c'est de pouvoir garantir un hydrogène renouvelable. C'est la base. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est développer un maillage de stations qui soit alimenté et qui fasse une continuité par rapport à la production d'énergie renouvelable. Et donc, on parle d'électrolyse, on parle d'hydrogène vert, et c'est vraiment un point très, très structurant pour le développement de la filière. Parfait. Eh bien, je remercie chacun d'entre vous pour ces échanges très instructifs. L'hydrogène vert suscite en effet beaucoup d'espoir et sera certainement une des solutions d'avenir dans le cadre de la transition énergétique. De nombreux enjeux restent encore à être résolus et pourront faire l'objet d'autres débats. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.